Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie drôliste et j'ai une vidéo inspirée de Codimius. Et oui, je vais discourir dans le calme d'un sujet, en fait, que je trouvais bien intéressant. Il fait mention du triptyque de Donjons et Dragons. La vidéo est en bas, ça vous tente d'aller la voir, le fameux triptyque. Et oui, à quel point il est utile. Fait que, il parlait de ça, il parlait comme de son point de vue par rapport à lui, ses parties, ses besoins. C'est intéressant ce qu'il dit. Il donne aussi quelques cas de figure, je pense, là, de façon générale, là, ce qu'il pense qui est utile ou pas selon les besoins des autres. Je me souviens pas exactement, c'est un petit bout, je l'ai vu, mais reste que la vidéo m'a inspiré. La mienne, qu'est-ce que je pense du triptyque? À quel point il est utile? Est-ce qu'on est obligé d'avoir les 3 livres quand on est meneur de jeu à Donjons et Dragons? La réponse est non. Mais je veux dire, moi, là, depuis que... À toutes les fois qu'il y a du Donjons et Dragons qui rentre dans la maison, puis que je sais que je vais m'investir dans une édition, m'investir au point de dire, OK, je vais être meneur de jeu, OK? Ben, je me suis payé le triptyque, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose de traditionnel. La première fois que j'ai touché à ce jeu-là, je veux dire, c'était Advance, c'était comme la grosse affaire, et c'était en 3 livres que tu achetais ça, tu sais. Donc, le Player's Handbook, Dungeon Master's Guide, Monster Manual, il était là les 3. C'est ça. Puis j'ai eu les 3 de première édition. J'ai jamais fait de game, mais je les ai eus pendant un bout de temps, jusqu'à temps que je m'aperçoive que je les utiliserais pas. Je pense que j'ai déjà eu un triptyque de 2e édition, je pense. J'ai jamais été meneur de jeu, j'ai juste été joueur. Mais en fait, je l'ai eu en CD-ROM, je te dirais. Oui, en CD-ROM, j'avais le fameux Core Rules. Il y en a peut-être qui ont eu ça dans les années 90. C'était super pratique. Puis j'utilisais beaucoup le Dungeon Master's Guide. Le Player's Handbook, c'est sûr, mais surtout le Dungeon Master's Guide, si je me souviens bien, parce que j'allais chercher là-dedans des idées pour ma game de Rules Cyclopedia. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même version de Donjon. Tu sais, Rules Cyclopedia, c'était le BECMI pour les petits spécialistes. Basic Expert Companion Master Immortal. OK? Donc, c'est ça qui était dans un seul livre. Puis, mais reste que, bon, on s'entend, la mécanique de jeu, ça se ressemble pas mal. Fait que j'allais chercher dans le Dungeon Master's Guide 2e édition beaucoup d'inspiration pour gosser mes règles, tu sais, faire mes propres règles maison. 3e édition, j'ai tellement embarqué là-dessus que, tu sais, je me suis payé le triptyque. Je le savais que je voulais en faire et j'en ai fait 3.0. Moi, j'ai adoré ça, cette période-là. J'avais du temps à mettre. C'est un jeu qui était assez lourd, pareil, là. Bon, ça au dire de certains qu'il y a plein de bugs, là, mais moi, je ne voyais pas les bugs. Vous dire, j'étais capable. C'est une boîte à outils que je modelais à ma main, puis tu sais, je la trouvais bien parfaite. Tu sais. Je possède toujours ce triptyque, je le garde. Ça, je pense, c'est un. J'ai l'impression que je m'en débarrasserai pas de ces livres-là. J'ai eu d'autres livres de 3e édition, je m'en suis quasiment tout débarrassé, mais le triptyque, je l'ai gardé. 4e édition, j'ai pas eu 3.5, 4e édition, j'ai juste eu le Player's Handbook, donc je pensais pas m'investir. J'ai lu le Player's Handbook, that's it. Et 5e édition, en fait, j'ai eu longtemps que le Player's Handbook, me disant que j'allais peut-être pas tant ça y jouer, mais finalement, j'ai eu des demandes au niveau plus professionnel d'en faire, ce qui fait que je me suis équipé. J'ai acheté le Dungeon Master's Guide et le Monster Manual pour avoir le triptyque et avoir sous la main une gamme d'outils pour m'aider. Qu'est-ce que j'en pense? C'est vrai que, tu sais, dans le fond, si tu regardes, là, surtout partir à la 3e édition, le Player's Handbook, c'était super suffisant. Tu avais toutes les règles et en plus, tu avais quand même quelques monstres. Fait que tu as des modèles. Tu sais, Codimius, il dit aussi, là, à un moment donné, les monstres, c'est juste te donner une échelle de valeur, de force selon les monstres, dépendant de quel genre de monstre, la puissance du monstre que tu veux envoyer dans les pattes des joueurs. À partir de ça, là, si t'es moindrement créatif, tu pars avec ça puis tu roules n'importe quel monstre. C'est ça. 5e édition aussi, il y a un petit bestiaire à la fin. Il n'y a peut-être pas d'objet magique, mais on s'entend. Si tu connais un peu les codes de donjon, tu sais, t'as les classiques armes plus quelque chose ou armure plus quelque chose. Puis, tu sais, après ça, tu peux inventer des objets magiques, tu sais, puis juste y coller un sort de magicien sur un objet, tu sais, prendre l'effet d'un sort de magicien, mettre ça dans l'objet, puis voici ton objet magique. Ou être très créatif, ce qui est toujours le bienvenu dans ce genre de jeu-là. Donc, avec le Player's Handbook, sérieusement, tu pourrais tout faire. Tu pourrais tout faire si t'es moindrement travaillant. Dans mon cas, par contre,
quand j'étais meneur de jeu, j'avais besoin des fois d'inspiration de m'appuyer sur quelque chose. Puis c'est là qu'intervenaient les autres livres. Si je prends la 3e édition, je trouvais que le Dungeon Master's Guide, je le trouvais bien pratique. Il y avait des classes prestige dedans. Il y avait comme une couple de règles pour des situations pas couvertes dans le livre de base. Que tu pouvais figurer là, avec le système de base, mais là, il te donnait des exemples. C'était des bons exemples. À partir de là, je faisais ce que je voulais, des types de combats un peu particuliers, sous l'eau, je sais pas trop, des conseils pour des tables aléatoires, tout ça. C'était là. C'était une période où l'Internet, c'était pas super développé non plus à l'époque, fait que ça te prenait des livres pour le faire, puis c'était dedans. Je pense qu'il y avait un peu de tout. Le Monster Manual, ben, ça va plus loin que ce qu'il y a dans le Player's Handbook. On s'entend, là, il y avait comme plus de stats, plus d'informations. Fait qu'à partir de ce moment-là, justement, si je voulais me prendre un monstre, je pouvais le piger direct. Il y avait du choix, toute l'histoire des challenge ratings qui donnait une idée d'à peu près comment il était fort, le monstre, tout simplement. Là, même si le challenge rating, c'est pas une science exacte ou obligatoire, ça donnait quand même une idée là, de l'échelle du monstre. Fait que moi, dans le fond, je faisais une game, je feuilletais le Monster Manual avec les belles images qui m'inspiraient, puis bang, OK, je prends ce monstre-là, il est cool, C'était pas plus compliqué que ça. Là. Je trouve que c'était utile. 5e édition, je vais fonctionner un peu de la même façon. Le Monster Manual, souvent, là, à date des games que je fais, là, si je prends pas une game où c'est un petit one-page dungeon qui dit c'est quoi le monstre, ou un module préécrit, quand j'y vais un peu à l'improviste, ben, je feuillette le Monster Manual jusqu'à temps de tomber sur un monstre que je trouve cool. C'est la seule affaire que je vais vérifier. Est-ce que théoriquement l'environnement est le bon? Mais même si l'environnement n'est pas le bon, des fois, j'ai une idée de monstre, je sais à peu près c'est quoi, je sais à peu près quel monstre choisir. Mais juste de le feuilleter, moi, c'est ça m'inspire. C'est comme, OK, c'est très cool, c'est très drôle. Allez, je prends ça. Puis, c'est ça, je roule le stat block tel qu'il est. Fait que moi, c'est pratique. C'est ça, je vois pas. J'utilise pas ben Internet. C'est sûr que quand je fais des games en ligne, oui, OK, j'ai utilisé D&D Beyond un peu. C'est sûr que je vais googler des affaires que je vais trouver, mais j'aime avoir le livre en main. Pour moi, c'est concret d'avoir le livre en main. Ça, c'est une préférence. Puis oui, fait que le triptyque, je l'utilise. Et je vais vous dire, puis je l'ai déjà dit dans une vidéo il y a de cela un certain temps, que mon livre préféré du triptyque de 5e édition, c'est le Dungeon Master's Guide. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que c'est celui qui parle le plus de jeux de rôle en tant que tel, à mon avis. Le Player's Handbook, je dis pas que ça amène pas le jeu de rôle, ça ne crée pas du jeu, mais j'ai toujours trouvé que ce livre-là, je l'ai trouvé pénible à lire. J'aime pas comment il est organisé. Il y a juste la liste des sorts qui est claire, là, pour moi. C'est ça, les classes, je trouve ça difficile à naviguer comme livre. C'est ça. Écoute, c'est sûr qu'il y a une question de pratique. Là, 5e, entre les premières fois où j'essayais de m'y mettre puis que je trouvais ça pénible et maintenant où j'ai eu à l'utiliser plein de fois, je suis pas mal plus fluide dedans. Mais encore là, même quand je fais une game des fois, là, ah boy, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi ce pouvoir-là de classe? Puis le joueur n'a pas réécrit sa feuille de paragraphe, là, tu sais. Un petit peu, là, tu dis, non, OK, faut que tu m'envoler dans le livre, puis c'est ça, je trouve que c'est ça, le Player's Handbook, moi, perso, de 5e édition, je l'aime pas vraiment, mais le Dungeon Master's Guide, lui, je le trouve cool. Je l'ai pas lu de couvert à couvert, mais c'est le genre de livre que je vais m'asseoir quand j'ai besoin de un peu me recentrer. Je sais que je vais en faire de 5e édition, j'ai besoin de me recentrer, je vais l'ouvrir, puis, juste fouiller dedans, juste lire quelques passages. C'est peut-être des bonnes idées ou c'est des idées que je ne prendrai pas du tout, mais ça me permet, comme, je sais pas, de ce livre-là, de la façon qu'il est écrit, il me focus un peu. C'est pas le meilleur Dungeon Master's Guide de tous les temps. C'est loin d'être le meilleur livre de jeu de rôle de tous les temps. Mais tant qu'à aller gosser dans 5e édition, ben, Dungeon Master's Guide, c'est pas mal un des livres que j'aime le plus. Un des livres qui en effet me donne un peu ce ticket d'entrée-là de meneur de jeu, dire OK, regarde, tu peux jouer les règles de telle façon, parce qu'il propose différentes affaires, évidemment, la liste des sorts, les tables aléatoires pour aller les chercher. Ouais. C'est ça, c'est pas nécessaire, mais je les aime. C'est ça, il y a quelque chose de traditionnel. Je sais que c'est un gros cash grab, tu veux dire, moi, perso, c'est sûr que je vais privilégier des jeux où t'as tout
dans un seul livre, puis tu sais, t'es supposé t'arranger avec ça, c'est sûr que c'est une bien meilleure idée. Tu sais, Chronique oubliée de même, là, Chronique oubliée, t'as tout ce qu'il faut dans le livre, t'as tout. Je veux dire, avec le livre de base, tu sais, tu peux faire des grosses campagnes à la donjon avec ce livre-là, là, puis ça va marcher, tu sais, c'est ça. Mais si tout est dans un livre, quelle bonne idée. La plupart des jeux de rôle qui se publient aussi, là, c'est rare qu'il y en a qui sortent comme le principe de livres séparés comme ça. Mais, tu sais, je vais reconnaître que Wizards of the Coast, dès la 3e édition, avait compris un peu le principe aussi du livre où c'est autosuffisant, et c'est pour ça que les Player's Handbook, en tout cas, du moins 3e et 5e, je me souviens pas 4e, s'il y avait un peu ce principe-là du bestiaire dedans, là. Mais tu sais, 3 puis 5e, au moins, ils ont compris que, tu sais, tu peux... Je veux dire, si t'es moindrement débrouillard, tu peux tout faire avec le livre de base. Fait qu'au moins, il y a ça, là, tu sais, ils ont été wise, mais bon, tu sais, ils poussent gros leur traditionnel triptyque. Question marketing, mais tu sais, comme je dis, moi, je les utilise. C'est si... J'ai pas mon dire, là, OK? Puis, vous dire, peu importe les livres que tu achètes dans ta vie, peu importe les objets que tu achètes dans ta vie, là, veut dire, si tu les utilises, c'est pas perdu. OK? Il y en a qui aiment ça collectionner, là. Bon, OK. Bon, est-ce que c'est perdu, pas perdu, parce que tu fais juste les regarder sur ta tablette? Ça, c'est une autre affaire. On en a toutes des collections, j'en ai dans le jeu de rôle. Mais je pense que, tu sais, si c'est actuellement utilisé, veut dire, t'en as, entre guillemets, pour ton argent. Fait que, c'est pour moi, le triptyque, ben, je l'utilise. C'est ça. Fait que si tu t'achètes un triptyque, puis, tu sais, tu t'amuses à fouiller dedans beaucoup, ben voilà, tu sais, c'est pas de l'argent perdu. Tu sais, si ça produit du jeu, si ça produit du bonheur autour de ta table, ben, écoute, tu sais, je veux dire, c'est pas perdu. Mais, point de vue, dans la plupart des théories, là, juste le Player's Handbook devrait suffire. Dans la plupart des théories. Là. Tu veux y aller économique, là, tu sais. Le Player's Handbook, de 5e édition, il est suffisant. Il est suffisant théoriquement. Puis encore là, c'est ça, à un moment donné, tu vas peut-être avoir des besoins, puis aller voir au-delà du triptyque même, tout ce qui est sorti, 3e, veut dire... mais tu sais, Donjon, c'est tellement gros que sans payer un sou, veut dire, il y a du monde qui font du contenu gratuit, du contenu amateur gratuit, puis ils l'ont très bien, là. Fait que, c'est ça. Tu sais, je pense qu'à partir de ça, t'es capable de faire du bon jeu de rôle seulement avec un seul livre. J'ai pas mal fait le tour de la question. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.